1975 année. Maternité régionale. Une chambre ordinaire pour 6 personnes. Dehors, le printemps soviétique. Les peupliers fleurissent. Le haut-parleur diffuse les soirées près de Moscou. Tu nais dans une famille ordinaire, si ordinaire que c'est même ennuyeux. Ton père est mécanicien à l'usine de construction mécanique, les mains couvertes de graisse. Salaire, 140 roubles, plus des primes. Ta mère est vendeuse au magasin d'alimentation. Éternellement fatiguée, elle sent toujours le saucisson et le fromage. Un appartement à 3 pièces dans une Khrouchtchevka. 2 frères aînés, Leka et Seryoga. Un chien, Charik. Un bâtard que ton père a ramassé près des garages. Ta grand-mère habite dans l'immeuble voisin, ton grand-père est au cimetière. La guerre l'a emporté. Tu es le troisième fils, le dernier né, comme dit ta grand-mère, non planifié, mais aimé. Ta mère dit, tu es mon dernier, le plus doux. Ce sont tes conditions de départ. Rien de spécial, rien de mauvais. Des millions de familles comme celle-ci dans toute l'Union soviétique. Des gens normaux, une vie normale. Conditions de départ, année 1975. Ville, centre régional, population de 500 000 habitants. Famille complète, classe ouvrière. Logement, appartement à 3 pièces dans une Khrouchtchevka. Statut, enfant soviétique ordinaire. La chance de devenir sans-abri semble être de 0. 1980, année. Tu as 5 ans. Tu fréquentes la crèche, tu manges de la bouillie de semoule avec des grumeaux, tu détestes l'heure de la sieste. Une enfance soviétique ordinaire. 1982, année. Tu as 7 ans. Première classe, uniforme marron, étoile d'octobre. Tu apprends à lire et à écrire. Tu obtiens ta première note 5 en lecture, ta première 2 en conduite. Tu te bats avec Petka à cause d'une fille. 1987, année. Tu as 12 ans. Tu es pionnier. Tu portes une cravate rouge. Tu participes à la collecte de papier usagé et de métaux. Dans le pays, c'est la perestroïka, la glasnost, des mots étranges à la télévision. Tu t'en fiches. Tu as 12 ans. Tu ne penses qu'au football dans la cour et au nouveau magnétophone Vesna que ton père a promis pour ton anniversaire. 1991, année. Tu as 16 ans. Août. Des chars à Moscou. Un putsch. Tout le monde regarde la télévision, la bouche ouverte. Puis tout s'effondre. L'URSS n'existe plus. Tu ne comprends pas ce que cela signifie. Tu as 16 ans. La politique te laisse indifférent. Ce qui te préoccupe, c'est Olia, une fille de la classe parallèle, et de nouvelles baskets qui coûtent maintenant comme le salaire mensuel de ton père. Ton père perd son emploi. L'usine s'arrête. Il n'y a plus de commandes, plus d'argent, plus de sens. Pendant 2 mois, il va au travail par habitude, reste assis dans un atelier vide, puis il cesse d'y aller. Il commence à boire, pas immédiatement, progressivement. D'abord le vendredi avec les copains, puis le jeudi pour que le vendredi arrive plus vite, puis tous les jours, parce que, après tout, quelle différence? Ta mère fait tourner la famille. Elle quitte le magasin d'alimentation, on y paie des misères avec des retards de 3 mois, et devient tchelnok, commerçante itinérante. Elle va en Pologne, transporte des sacs de marchandises, va et vient. Tu l'aides, tu décharges les sacs, tu tiens le comptoir au marché. Tu finis l'école tant bien que mal, des 3, des 4, une seule 5 en éducation physique. Tu n'es pas bête, mais tu n'as pas le temps d'étudier. À la maison, un père ivre, une mère épuisée, tes frères sont partis. Leka est à l'armée, Seryoga est allé à Moscou pour travailler. Tu entres au lycée professionnel, mécanicien automobile, une profession normale. Tu as les mains, la tête fonctionne. 2 ans plus tard, tu as ton diplôme et un avenir quelconque. 1995, année. Tu as 20 ans. Tu reçois une convocation à l'armée. Formation à Moscou pendant 6 mois. Il y a de la hazing, mais c'est supportable. Tu es costaud. Une endurance de campagnard, plus les bagarres dans la cour. On cesse rapidement de te harceler. Ensuite, la Tchétchénie, la première guerre.
Tu n'es pas un combattant, tu es mécanicien. Tu répares des BTR et des camions, mais tu y es. Tu vois des choses. Tu vois arriver les 200e morts. Des sacs noirs qui étaient avant des garçons de ton âge. Tu vois ceux qui reviennent des missions, avec les yeux vides, les mains tremblantes à cause du fusil. Tu vois le sergent Petrenko, un joyeux Ukrainien de Vinitsa, marcher sur un piège et se transformer en chair hachée. Un éclat t'égratigne l'épaule. Ta seule blessure, une bagatelle. Il ne reste presque pas de cicatrices. Tu as de la chance. Beaucoup d'autres n'en ont pas. Démobilisation en 1997. Tu rentres chez toi. Ton père va très mal. Foie, rein. Les médecins disent « Préparez-vous ». Ta mère a vieilli de 20 ans en 2 ans. Tu es différent. Tu ne comprends même pas à quel point tu es différent. La nuit, tu rêves de la Tchétchénie. Tu te réveilles en sueur, agrippant l'oreiller comme un fusil. Le jour, tout va bien. La nuit, c'est la guerre. Tu trouves un emploi de mécanicien automobile dans un garage privé. Le patron est un Arménien, Garik. Un bon type, il paye à temps. Il y a du travail, tes mains se souviennent. 1998 année. Défaut de paiement, défaillance économique. Tout le monde souffre, mais tu tiens bon. Les voitures tombent en panne sous n'importe quel régime, quel que soit le cours du dollar. Tu épouses Sveta. Ta voisine du 5e étage, vous vous connaissez depuis l'enfance. Elle travaille comme vendeuse dans un magasin de vêtements. Une fille ordinaire, sympathique, gentille. Elle ne te demande pas de parler de la Tchétchénie. Elle est simplement là. Un mariage modeste dans un café en périphérie. Ta mère pleure de bonheur. Ton père n'a pas vécu assez longtemps. Il est mort 6 mois plus tôt. Cirrhose, 2002 année. Crédit hypothécaire. Un studio en périphérie. Immeuble en panneau. 9e étage. Mais c'est à toi. Tu en es fier. Tu l'as gagné toi-même. Tu le rembourses toi-même. Hypothèque sur 15 ans. Tu paies 1/3 de ton salaire. C'est dur, mais tu t'en sors. 2005 année. Naissance de ton fils, Dimka. 3251 cm. Tu le tiens dans tes bras et tu ne peux pas y croire. C'est le tien. Tu l'as fait. Tu es père. Tu as 30 ans. Tu as une femme, un fils, un appartement, un emploi. Tout ce dont tu rêvais. Tu es un homme accompli. Tu as gagné. Pic de ta vie. 2005 année. Âge 30 ans. Famille, femme Sveta, fils Dima. Logement, studio en hypothèque. Emploi, mécanicien automobile, 25 000 roubles par mois. Dette hypothécaire, 1200. Bonheur, maximum. 2008 année. Automne. À la télévision, on parle d'une certaine crise. Banques américaines, bulles hypothécaires, des termes compliqués. Tu penses que c'est loin. C'est pour l'Amérique, pas pour toi. Mais les clients se font plus rares, les gens économisent, ils ne réparent plus leurs voitures, ils roulent avec des voitures délabrées. Garrick est nerveux, il réduit les salaires. Au lieu de 20 000, tu reçois 18, puis 15. Janvier 2009. Garrick réunit tout le monde et dit « C'est fini les gars, je ne peux plus le supporter. Le garage ferme. Tu es sans emploi. Pour la première fois de ta vie, sans emploi. Tu cherches un nouveau travail pendant 1 mois, 2, 3. Tu parcours tous les garages de la ville. On ne te prend pas. Crise. On essaie de garder ceux qu'on a déjà. Tu postules pour d'autres emplois. Chargeur. Trop de candidats. Agent de sécurité. Il faut une licence et une formation. Livreur. Tu n'as pas de voiture. L'hypothèque continue de couler. 14 000 roubles par mois. Sveta travaille seul. Ces 15 000 roubles suffisent à peine pour la nourriture. Il ne reste rien pour l'hypothèque. Tu prends un crédit pour payer l'hypothèque. Puis un autre pour rembourser le premier. La spirale se resserre, tu commences à boire. Pas parce que tu es alcoolique, mais parce que tu ne sais pas quoi faire. Le soir, une bière pour te détendre. Puis de la vodka, la bière ne fait plus effet. Puis de la vodka le matin pour calmer tes mains qui tremblent. Tu ne remarques pas que cela devient la norme. Tu penses que c'est temporaire, que tu trouveras du travail et que tu arrêteras. Tout le monde pense cela. Sveta est épuisée. Elle travaille seule, elle fait tourner la famille, elle rentre chez elle et y trouve toi, ivre devant la télévision. Dima a 4 ans. Il ne comprend pas pourquoi son père sent mauvais et titube. Vous vous disputez chaque soir. Elle crie « Es-tu un homme ou quoi ? Va travailler !»
Tu cries en réponse. Tu ne reconnais même plus ta propre voix. Une fois, ivre, tu lèves la main sur elle. Une seule fois, tu la pousses sans trop de force, elle heurte le cadre de porte. Elle te regarde. Dans ses yeux, ce n'est pas de la peur, c'est du désappointement. Elle rassemble silencieusement Dima et part chez sa mère. Tu restes seul dans l'appartement vide, tu bois. Tu penses, demain je lui téléphonerai, je m'excuserai, tout ira mieux. Mais rien ne va mieux. 2010 année. Sveta demande le divorce. Tu ne te défends pas. Tu comprends qu'elle a raison. Tu es devenu celui que tu as méprisé toute ta vie, un père alcoolique. L'histoire se répète. Le procès est rapide, formel. Le fils reste avec la mère. Tu ne protestes même pas. Tu sais toi-même que c'est mieux ainsi. L'appartement est hypothéqué. Tu n'as pas payé pendant 8 mois. La banque porte plainte. L'appartement est mis aux enchères, vendu pour moitié du prix. Après la vente, tu dois encore 300 000 roubles, la différence entre la dette et le prix de vente. Tu n'as nulle part où aller. Tu vas chez ta mère, elle t'accueille temporairement. Elle a maintenant un nouveau mari, Volodia, un retraité, un homme calme. Ils vivent à deux. On t'installe dans la cuisine pour 2 semaines. Puis ta mère dit, en détournant les yeux, « Mon fils, Volodia, tu comprends, c'est difficile pour nous. Peut-être trouveras-tu quelque chose ?» Tu comprends. Tes frères? Leka à Moscou, sa propre famille, 2 enfants. Il ne répond pas aux appels. Seryoga en prison, vol. Il a aussi glissé sur la pente. Des amis? Quels amis? Ces dernières années, tu n'as fait que travailler et boire. Tu n'as plus d'amis. Tu sors de l'immeuble avec un sac. Novembre, il fait froid, une légère pluie tombe. Tu n'as nulle part où aller. Dans ton sac, un change de sous-vêtements, un pull, une photo de Dima. C'est la seule chose qui te reste, un rasoir. C'est tout ton bien. Tu te tiens dans la rue et tu ne sais pas où aller. 35 ans et tu es dans la rue. Sans maison, sans famille, sans emploi, sans documents. Tu regardes autour de toi, les gens passent, ils te regardent à travers. Tu es déjà invisible. Première nuit à la gare. Tu t'assieds dans la salle d'attente, faisant semblant d'être un voyageur. Tu achètes le thé le moins cher au buffet pour avoir le droit de rester assis. Le thé refroidi, tu réchauffes tes mains dessus. À 3 heures du matin, la police s'approche. Papier, billet. Tu hésites, tu expliques, tu mens sur un billet perdu. On te fait sortir dans la rue, poliment mais fermement. Dehors, il fait -5. Le vent te transperce jusqu'aux os. Tu marches parce que si tu t'arrêtes, tu gèleras. Tu marches dans des rues que tu connaissais toute ta vie, mais qui maintenant te semblent étrangères. Tu trouves un hall d'entrée, la porte est ouverte, un coin sous l'escalier. Tu t'assieds là, les genoux repliés contre la poitrine. Tu trembles de froid, tu comptes les heures jusqu'à l'aube. À 6 heures, tu sors, tes jambes ne te répondent plus. Tes doigts ne se plient pas. Tu vas au McDonald's, il y fait chaud, tu peux t'asseoir. Tu achètes le café le moins cher. La serveuse te regarde avec suspicion. Tu n'as plus l'air de la veille. Le matin, tu essaies de trouver du travail, mais qui embauchera quelqu'un sans domicile fixe? Tu as perdu ton passeport en étant ivre il y a 1 mois, tu ne te souviens même pas où. Sans document, tu es personne. On ne t'embauche même comme balai.